Chers auditeurs de Toxin, bonjour. Merci en tout cas d'être si nombreux à nous suivre. Vous êtes depuis, alors que l'aventure ne s'est lancée que depuis une semaine, nous sommes déjà 15 000 abonnés sur la chaîne. Nous sommes à presque 20 000 euros de dons sur la cagnotte qui pourrait d'assurer notre lancement. Mais n'hésitez pas à continuer puisque nous avons besoin de vous. Cette radio, on l'a faite en pensant à ce que vous puissiez décider puisque c'est vous qui payez. Et donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Et en attendant, on reçoit aujourd'hui, d'ailleurs c'est lui qui nous reçoit, Daniel Herrero pour un entretien exceptionnel. Bonjour Daniel. Amis de Toxin, bonjour, je vous salue bien humblement. C'est gentil. Alors Daniel Herrero, je ne sais même pas si c'est une politesse de le présenter puisque le personnage est quand même connu, issu d'une famille de rugby, trois frères, vous êtes quatre dans une famille de rugby, vous étiez capitaine de l'équipe de France junior, vous avez ensuite eu une carrière d'entraîneur, notamment dans votre club de cœur à Toulon, que vous avez mené jusqu'au titre de champion de France en 1987, que tu as mené, pardon, on va se tutoyer, c'est l'ordre que tu m'as donné avant l'interview, et puis donc, entre leader d'homme, homme de tête, qui a le savoir de mener une équipe, et qui a écrit plusieurs livres, dont ce dernier qui sort aujourd'hui aux éditions Plomb, Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. Alors, on va revenir sur ce rugby des temps modernes, puisque tu n'en es pas à ton coup d'essai là-dessus. Tu as d'ailleurs écrit un premier dictionnaire amoureux du rugby. Et donc, il est apparu, à l'aube de cette Coupe du Monde qui commence dans une semaine, la nécessité d'évaluer ces changements qui ont eu lieu avec le rugby moderne, le rugby professionnel, en fait, qui est apparu à partir de 1995. Et c'est vrai qu'il y a un refrain qui vient souvent, qui est que le rugby aujourd'hui, professionnel, avec l'arrivée de l'argent, le culte de la performance, a perdu en fait cet esprit enfantin. C'est un rugby qui, aux fondations, est un sport d'écolier, qui est né dans les lycées anglais. Et finalement, on a cette culture de l'enfant, de la bande de copains, qui serait perdu aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'à travers ton livre, tu essaies de montrer que non, qu'il y a des choses quand même belles qui subsistent dans ce rugby et que finalement le miracle du rugby vit toujours. Bon, derrière le salut amical, la question de la rédaction de cet ouvrage, quoi, le rugby des temps modernes. Aujourd'hui, si on dit des temps modernes, c'est qu'on le met non pas en comparaison, mais en prolongement tout au moins, ou peut-être même un peu en opposition avec le rugby des temps anciens. Le rugby est un jeu, une pratique collective, socialisée depuis à peu près 2 siècles, quoi, hein. On dit que sa naissance, elle est incontestablement anglaise, ce qui parfois nous irrite un peu, hein. Ah oui, ça nous irrite, ouais. Ça nous irrite. Mais La magnificence est française. Ouais, on pourrait presque dire, mais pourquoi ça vous irrite que ce soit les Anglais qui l'aient inventé aux alentours de 1820, 1830, dans le collège de rugby, dans la up middle class anglaise, où des jeunes ont cette pratique de grands groupes opposés à d'autres grands groupes, avec le nombre n'étant pas forcément la base de l'égalité, de l'affrontement, quoi, un ballon sur le big side du collège de rugby. Donc ce jeu, il semble malgré tout qu'il soit préambulé dans les temps anciens, sans en connaître j'allais dire l'histoire ou l'historique antique. Mais on sait que sur les terres européennes, sur les terres de France, un jeu qui s'appelait la soule se pratiquait comme ça, de village en village, des jeunes contre les anciens, des vieux contre les modernes, des hommes contre les femmes, enfin bon, peu importe. Donc les jeux de country, les jeux de campagne, ils existaient alors, mais enfin bon, c'est quand même les Anglais qui l'auraient inventé. Et ce jeu-là, il se structure autour de quelques règles, il a un sens, un souffle culturel qui l'introduit, je dirais, ou même qui le percute vers le milieu scolaire, c'est-à-dire le milieu éducatif, le monde de l'éducation. Ce souffle-là, c'est les pédagogues anglais qui estiment qu'il est dans la civilisation de ce moment-là. Nous sommes là au tout début de la civilisation industrielle. Éduquer l'enfant, c'est une problématique évidemment considérable, et que l'éducation passe probablement par le développement de la conceptualisation, des idées, du cognitif, de l'intelligence. Mais les Anglais se disent, il est aussi, chez un enfant, il est intéressant, ou chez les enfants, chez ceux qui se développent et qui grandissent, de développer ce qu'on pourrait appeler le champ social. Est-ce que ça s'éduque la socialisation? Est-ce que ça s'éduque le goût des autres? Est-ce que ça s'éduque le respect des autres? Ça fait partie d'un projet intellectuel
Il est anglo-saxon, hein. Il est anglo-saxon. Nous, gens de France, même gens de culture latine, on est encore très fossilisés dans ce moment-là sur l'idée que, non, l'éducation, d'abord, grosso modo, c'est l'esprit, l'intelligence, c'est la vivacité intellectuelle et c'est la logique de pensée. Tu vois, l'éducation passe presque exclusivement par les humanités et les sciences, et on n'ira pas au-delà. Et l'introduction des choses du corps, de l'activité physique, du corporel dans le champ éducatif, et du corporel pour créer du lien, alors là, pas du tout pensé par les nôtres, de fait. Donc ce sont les Anglais, on y arrive incontestable. Et cette idée-là, comment peut-elle se concrétiser? C'est une préoccupation. Vers quel type de matière? Comment on peut faire pour éduquer le champ social, l'ouverture à l'autre, par quel type d'activité? Par quoi? Par quel type de contenu? Et il semble que l'activité physique, l'activité ludique, l'activité un peu récréative, où le corps joue, et avec l'idée d'un grand nombre, du monde, assez nombreux, où le goût de l'échange, où le goût du partage peut se stimuler, et peut-être même que l'activité, si elle peut proposer un champ de rudesse, tu vois, quelque chose qui est un peu dur, qui est difficile à dominer, où le rude, on n'ira pas encore au mot de combattant, d'affrontement, tu vois, tous ces mots qui vont définir ensuite des postes de rugbyman, mais il faut qu'il y ait des choses assez difficiles à compliquer, avec un fond d'idée, quand c'est dur à dominer, ou à maîtriser, ou à conquérir quelque chose, quel que ce soit, le solidaire s'impose. Tu vois, le goût des autres, le partage avec les autres, ça se stimule plus facile que dans des situations purement narcissiques. Les Anglais l'inventent, nous sommes allés la légende, on va dire le mythe, nous sommes là au tout début du 19e siècle, et à la sortie, un jeu qui va avoir le fondement, il sera presque exclusivement moral et peu technique, et peu physique, et peu structuré par des lois. Le fondement, il sera moral, il sera d'entrée d'école ou l'université. Ce jeu-là, à peine inventé, il est à l'école. Il est à Oxford, il est à Cambridge, il est à Eton, il est à Rugby, il est dans les grands collèges anglais, dans les grandes universités anglaises. Nous sommes en 1830. Il a quelques règles. La première règle, c'est ensemble. La deuxième règle, c'est partage. La troisième règle, c'est, on dira, le sens du généreux. À l'idée de la générosité aussi, ça s'éduque. C'est-à-dire le goût du don. Le goût du sacrifice, ça viendra de façon ultérieure et encore de façon très équivoque. Mais tu vois, le goût du don, de donner un peu de soi, donner un peu de corps, donner un peu de cœur, tu vois, c'est ce goût-là, cette activité-là, est faite pour le stimuler. Ensuite, une petite stimulation conséquence de ça, de la dynamique courage de l'enfant qui grandit. Viens te confronter un peu aux choses qui peuvent t'amener à, non pas à renoncer, mais à perdre un peu de combativité ou d'engagement. Voilà, bon, c'est autour de ça. Il y a 3-4 règles. Un grand groupe contre un grand groupe, un ballon est presque tout autorisé. Presque tout autorisé. Là, nous sommes sur le fondement. Et ça va durer 2 siècles. Un jeu, nombreux, des collègues, le résultat peu important, le grand groupe sacré, la rudesse impérative, faire en sorte que la balle puisse vivre pour que chacun puisse s'y exprimer. Hein. Faire en sorte quand même que la balle puisse vivre. Grosso modo, dans ce jeu-là, très vite, une des premières lois, c'est s'il y en a un qui la garde que pour lui ou sur les parterres, c'est pas bon. On va le punir, et deux, c'est pas l'idée. Donc, si tu veux, la vie de la balle, ça sera une des lois de base qui va durer 2 siècles. Toujours, on travaillera un peu là-dessus. Après, quand même, au début, on se rentre dedans à l'ancienne, et les cadeaux sont rares, et la rudesse est totale, et l'échymose est fréquente. Tu vois, et au début, on se dit, il faut quand même qu'on fasse un peu attention à la santé des mecs. Et grosso modo, pendant 2 siècles, des règles, toutes les 2 ans, toutes les 3 ans, vont protéger les hommes. Ça ne va pas s'arrêter, ça. Ça ne va pas s'arrêter. Le fond moral, il ne bouge pas pendant 2 siècles. On s'amuse, avec des collègues, avec un objet médian qui nous permette la transmission. Et dans ce jeu-là, on s'aperçoit bien que la valeur morale qui percute, qui stimule, tu vois, le champ moral, on ne sait pas bien d'où il vient. On ne sait même pas s'il s'éduque, tu vois. On voit bien que l'intelligence, on a des process pour développer ça. Pour développer ta générosité, petit frère, c'est compliqué. Tu vois, l'anglais, il s'interroge là-dessus. Nous, pas trop. Hein. Et à la sortie, pendant 2 siècles, eh bien, ce jeu-là, lentement mais sûrement, il s'impose en milieu éducatif, il s'impose dans le tissu associatif, il grandit sur les terres anglo-saxonnes, il vient sur les terres de France. On voit bien son trajet, comment il s'impose. Nous sommes là au début du XXe. Il a un accueil très
très citoyen, Oui. je dirais dans les terres du Sud, tu vois, dans les terres du Sud de la France, Les mais à paysans. peu près partout à des degrés divers, hein. Mais il a un accueil qui fait qu'il se développe, et toujours sur ces règles-là, sur ces règles morales-là. C'est ces règles morales-là qui vont impulser les règles de fonctionnement. Mais les règles de fonctionnement, elles sont minimales. T'as pas le droit de passer le ballon en avant, tous tes collègues ils sont derrière, et chaque fois qu'il y a un mec devant, il peut pas jouer, point final. Et après, on a presque carte blanche en disant que l'hypothèse de la destruction, quand même, il faudra faire attention. Tu vois, le champ moral qui consiste à détruire l'autre, non. Nous, on veut t'amener haut dans le rude, on veut faire en sorte qu'avec la présence des autres, y compris l'adversaire que tu es obligé de respecter, nous allions vers une fraternité d'affrontement. Mais alors, si je peux me permettre, c'est que, Oui. justement, t'expliques bien que le rugby est un sport essentiellement par essence morale. Absolument. Et d'ailleurs, De moi, presque éducatif. Je dirais. éducatif complètement. Et est-ce qu'on a conservé ce fond moral après la professionnalisation? Alors, grosso modo, le XXe siècle, quand même, après ce XIXe siècle anglo-saxon, et on dira industriel, tu vois, la civilisation industrielle, la ville, les clubs, tu vois, ce grand bouleversement social, quoi, du petit XIXe, le XXe siècle, avec ses turbulences, mais le XXe siècle, ils voient un développement, notamment chez nous, mais quand même un peu de partout, avec toujours une présence scolaire, une présence en milieu éducatif. C'est là où il se fermente, où il se fomente, c'est là où il se féconde même le jeu. Tu vois. On appelle toujours l'école de rugby aujourd'hui. On appelle toujours ça l'école de rugby. Et même on transfère ce concept de la vraie école à l'école associative. C'est-à-dire, sur la terre de France se créent des clubs. Mais les Anglais aussi. Mais sur la terre de France, c'est le tissu associatif qui organise les loisirs des citoyens, quoi. C'est, tu vois, tout le XXe siècle, l'émergence du tissu associatif, des clubs, petits, moyens ou grands. Alors dans l'espace sud, ça fleurit et ces clubs ont, malgré tout, ils rentrent dans une structure associative, c'est gratuit, c'est ludique, c'est pas important pour le destin du monde, tu vois, et c'est plutôt pour faire en sorte que les gens vivent bien ensemble. Le champ associatif, républicain, citoyen, tu vois, un peu ça, quand même, ça, le rugby là-dessus, avec une idée où jamais on le confond avec le travail, et le plaisir et la loi, la convivialité et la conséquence. Oh, convivialité, ça veut dire bien vivre ensemble. Le rugby est une pratique inventée chez les enfants et même chez les adultes pour qu'à la sortie, ils vivent mieux ensemble. Et ils se régalent d'être ensemble. C'est grosso modo son fondement. Et puis ça dure jusqu'à l'an 2000. Soit tu disais 95, les lois, en 95, il y a une loi, alors que de l'an 1900 à l'an 2000, on dira, à l'an 1995, il y en a 150 de lois qui viennent. Mais toutes sont toujours dans ce sens-là. Tu n'as pas le droit de te trouver dans certaines situations devant, mais dans d'autres situations, tu peux te trouver à côté, tu vois, en touche et en mêlée. On voit des petits. Mais toujours, l'esprit est quand même toujours le même. L'affrontement, le nombreux, les uns derrière les autres, tu vois, et le respect de l'autre, même si on peut aller très très haut, avec une vieille idée quand même. Plus tu iras dur et plus tu te maîtriseras, plus tu seras grand. Tu vois. Et avec une deuxième idée, on invite tout le monde. On n'en laisse pas un au frigo. Nous, la diversité est notre loi, le collectivisme reste notre effroi. Tu vois, quand à un moment la puissance du groupe domine l'émergence de la personne, mais notre effroi aussi, c'est que l'émergence de la personne, sur un égo boursouflé, prenne un peu le bonheur des autres. Non. On n'est pas des footballeurs. Ni égo boursouflé, ni solidaire dogmatique. Tu vois, bien sûr. Tu vois, ni ça. Oh, et ça bouge pas. 150 lois viennent enrichir le jeu, des lois de terrain, mais les lois morales, elles ne bougent pas. Elles sont toujours ces 4 ou 5 fondamentales. Et puis, en l'an 2000, pour diverses raisons, on voit bien que depuis les années 95, 90, se crée la première Coupe du Monde, la compétition devient internationale, les championnats nationaux chez les Britanniques, chez les Français, prennent de l'importance, la médiatisation s'accélère. L'économie parallèle autour du jeu, le début des sponsorings, on voit que le jeu, notamment dans l'élite la plus pointue, tu vois, l'élite nationale et l'élite internationale, le jeu devient exigeant en volume de travail, en accompagnement. Le jeu devient un assez beau spectacle social et populaire. Tu vois, l'élite, et on voit autour de ça, on voit des appétits qui se déclenchent. Et pourquoi pas, on ferait un peu plus de compétition. À l'échelle, on a un petit championnat national. Tu vois, et puis on a des tests. Les uns s'appellent le tournoi destination, les autres ils se rencontrent une fois de temps en temps. On joue très peu au niveau international, jusqu'en 87. Très très peu. On a des test matchs pour se tester. On n'a pas des matchs amicaux, nous. Rugbyman, on joue une fois tous les 3 ou 4 ans contre les All Blacks, contre l'Afrique du Sud ou contre l'Australie, puis une fois tous les 10 ans contre l'Argentine. Tu vois, et puis entre nous, on fait un petit. Et puis avec les Anglais, on fait toutes les années à la même heure, à la même date, on fait un fameux tournoi des 5 nations pour s'amuser. On ne sait même pas le résultat, nous.
Si, quand tu as fait les grands chelem, tu Quand vois, même. pendant un siècle. 77. Voilà, quand tu fais le grand chelem, le premier grand chelem, 68, 71, 77, on sait ça, mais sinon, non, l'idée de la rencontre. L'idée de la rencontre qui reste toujours dominante, plus que sur l'idée du classement. Et puis, 96, la première Coupe du Monde, 92, 95, la grande Coupe du Monde en Afrique du Sud, la libération de Mandela, la médiatisation, quelques gros matinats de presse et du monde des médias qui commencent à voir si on ne pourrait pas accélérer le processus de rentabilité du plus haut niveau, tu vois. Il s'appelle Murdoch, il s'appelle, là nous sommes dans les années 85-90, non pas la professionnalisation, mais l'argent qui arrive. La libération des maillots avec le sponsoring, là nous sommes dans les années 90, l'augmentation des matchs télévisés, tu vois. Et là, en 95, grosso modo, on décide. Le jeu, dans son élite, peut passer professionnel. Et là, on touche le fond qu'on n'a jamais touché depuis 2 siècles. Là où nous étions des gens qui n'avaient que de l'âme, amateurs, nous on était là pour se régaler, passer une belle jeunesse, on passe à un schéma moral et structurel, institutionnel, où maintenant on peut être rugbyman pour gagner sa vie. Du jeu, on passe au travail, du ludique, on passe au dogme, tu vois, et du plaisir sans conséquence, on passe à la performance. Tu disais tout à l'heure, le changement vers le culte de la performance n'était pas une interrogation majeure. Point final. Et à partir de là, les grands soubresauts. Là où nous étions toujours centrés sur le plaisir des autres, on voit qu'on va se centrer un peu sur le plaisir de soi. Là où nous étions sans économie autour de la pratique, on voit que l'argent rentre dans les salaires. On voit que les joueurs de bon niveau sont joueurs à contrat. Il jouait pour Toulon et pour 3 000 € par mois. Maintenant, il est recruté pour le Stade français pour 30 000 € par mois. Et il y va. Et là, nous sommes en 2000. On voit que le joueur qui défendait le maillot de son père, il est assez ancien dans le village, et dans le club, maintenant, il va là où on le paye. Et surtout, on voit la médiatisation plus importante. Grosso modo, on assiste à quelque chose qui nous trouble, lentement mais sûrement, le passage d'une toute pensée au service des autres à une pensée assez conséquente au service de soi-même. Tu vois ça? La recrudescence de l'ego et donc de l'individualisation, et pas encore de l'individualisme, tu vois, le schéma. Et à partir de là, quand même on s'inquiète. Parce que l'âme fondamentale du rugby est touchée. Là, on touche l'âme. C'est un crack. C'est pas une déchirure, mais c'est potentiellement, alors c'est objectivement un bouleversement et potentiellement le début d'un drame. Mais potentiellement. Tout le monde dit l'argent pourrira tout, en rugby comme ailleurs. L'interrogation est majeure. Tout le monde dit le joueur, pour arriver à de la performance, il y a tous les risques. Les risques du dopage, les risques de l'égoïsme, les risques de la tricherie. La commotion cérébrale, on pourrait dire. Après, il y aurait les risques. Voilà. Non, mais les risques, la commotion cérébrale, ils existaient depuis le début, mec. Oui, non, mais ça s'est quand même aggravé depuis. Non, pas tant que ça. Toi, avec le recul, Oui, moi je sais que j'ai fait 4 carreaux dans ma carrière, avec tous mes amis qui jouaient avec moi en première division. Ils en faisaient presque autant, sans doute un peu moins. Mais alors, après, ça serait un autre sujet, la dangerosité du jeu. C'est un autre sujet, parce que la dangerosité du jeu, pendant les 2 premiers siècles de son existence, elle faisait partie intégrante de la joie morale. Bien sûr. Tu vois, Mino, si t'es pas vaillant, tu joues pas. Si tu morfles un peu, c'est la loi. Et si de temps en temps tu vois un peu les étoiles, bienvenue chez les hommes. Tu vois, ça, il y avait cette respectabilité de ton engagement, et avec quand même un petit risque sur j'allais dire, l'épaisseur de ta couenne, et un peu la densité de ton rapport à toi-même. Tu vois, la densité de ton rapport à toi-même. Tu crains pas, t'es pas douillé. Ça faisait partie de la morale. À tel point que pendant un siècle, et aujourd'hui encore, malgré tout, et ça reste, quand un joueur de rugby reste au sol, c'est qu'il est mort. Et à tel point, le mec, il gère là, et il nous permet ça. À tel point que depuis 2 siècles, on le respecte comme presque un frère, même si des fois il nous fatigue. Tu vois? En d'autres termes, le rapport à l'arbitre et le rapport à la douleur fait partie fondamentalement de la culture du jeu. Et ça a été même peut-être une de ses fragilités. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, parce que tu dois nous quitter, parce que tu es en pleine période de promotion, on a encore quelques minutes, mais on est obligé effectivement, on voit qu'on a changé de sport, on voit qu'on n'est plus dans le même... Juste petit truc, à partir du moment où tu travailles, tu t'entraînes, nous on s'entraînait dans les années 80, 90, même 2000, les joueurs s'entraînaient 2, 3 fois, 4 fois par semaine, maintenant ils s'entraînent 2, 3 fois, 4 fois par jour, ils ont triplé leur potentiel de sélection, ils sont devenus des buffles, la science est sur le sujet, les hommes se gaillardisent, à partir du moment où les hommes se gaillardisent et que la performance devient capitale, les hommes font attention à ce qu'ils font. Moi j'étais quand même peu respectueux de mes faiblesses techniques, tu vois.
vois, ou même des Oui, non, mais ballon. on est dans un culte de la spécialisation, forcément. On peut dire Parce ça. que la Ouais. concurrence est Ouais, effroyable. le dogme, l'enfermement Bien sûr. dans l'urgence de la performance. Mais quand même, ça reste un sport qui peut véhiculer des joies immenses et qui reste, malgré tout, parce qu'effectivement, on voit, parce que en fait, l'histoire du rugby, c'est l'histoire de toute la période des années 90, le culte de l'individualisme, l'arrivée de la finance. Mais on voit comme dans le rugby qu'il survit quand même une âme qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça nous amène à cette Coupe du Monde 2023 qui arrive en France. C'est une question malheureusement banale, mais au combat qui porte au combien d'espérance. Est-ce que tu penses que le 15 de France peut le faire? Est-ce que tu penses que cette Coupe du Monde qu'on attend depuis tant de temps, avec la renaissance que connaît le 15 de France depuis 2020, c'est quelque chose qui est à notre portée? Ah oui, non, la période est gratifiante, goulayante, flamboyante, excitante, honnêtement. Grosso modo, on dira que le début du passage pro et surtout la période 2010-2020, le rugby de France, triste, ennuyeux, malade, interrogatif, craintif, médiocre, petitement étriqué, tu vois, putain, on sort la période est longue et souffrante. Le Covid et puis la grande turbulence, les changements, il arrive en 2020, en 2021, il arrive une génération plutôt pas trop mal, il y a un changement de cap. Dans nos staffs, on sent l'intelligence un peu mise au pouvoir, on sent la passion revigorée, la génération est plutôt bonne, les premiers matchs. Et on voit arriver quelque chose qui est assez étrange, la jovialité n'est pas désespérée. Tu vois, même le potentiel créatif, il n'est pas totalement endormi. L'empanaché de la culture française n'est pas totalement broyé par les 10 années de rien, de fait. Et là, en 2021, c'est pas si mal, ça joue plutôt bien, l'équipe est en place, les hommes sont sereins. Il se dégage quelque chose d'assez original. La génération 2020 qui arrive au pouvoir en 2020, 2021, 2022, puis ils ont des brillants, ils ont même quelques petits génies, des gars qui sont capables de faire des choses rares sur un terrain. En même temps, ils sont dans la discipline, dans la méthode, et en même temps, ils ont une espèce de croyance morale aisée et joyeuse à la solidarité. Oh putain, cette équipe-là est flamboyante de générosité. Oh là, elle est très séduisante, elle génère une sympathie. Elle génère incroyablement un courant très empathique autour d'elle. Il y a une véritable, presque interrogation populaire, et le rugby se trouve bien. Le rugby, c'est quand même beau, les arbitres sont respectés, les mecs font pas semblant, l'équipe nationale, elle est joyeuse, en plus elle gagne, en plus elle tord les Anglais, grosso modo, les vieux trucs qui restent dans l'âme populaire, et le rugby est bon. 2022, ils font un grand chelem. Oh putain, ça faisait des lustres qu'on attendait, on pensait pas. Et ils font le grand chelem beau. Ils font pas le grand chelem des radins, des pingres ou des trafiquants. Ils font le grand chelem des généreux, des pétillants, des humbles. On adore l'humilité quand elle est flamboyante. On adore que le mec il pense aux autres et qu'en même temps il marque des essais fabuleux, tu vois ça. Et là, cette équipe de France, et là va t'en voir que donc la Coupe du Monde est décidée pour la France en 2017, en 2017 pour 2023, on y est, et là une encablure, on sent que c'est pas mal. Ouh. On sent à l'évidence que les choses sont réunies. La vieille formule, les étoiles s'alignent, quoi, tu vois. Les joueurs sont plutôt bons, le coaching est en place, l'adhésion populaire est considérable, la fraîcheur de vivre est au top, les gens sourient, les rugbyman de France sont les seuls qui sourient à l'échelle sur la planète aujourd'hui. Tu vois, il y a ce genre de trucs qui sont parfaitement réjouissants. Comme ça se passe à la maison, on dit, c'est peut-être pour nous. Il y a une vieille, non pas de détresse, d'espérance, quoi. Tu vois, ça, moi, je n'ai pas manqué une de Coupe du Monde, je les ai toutes vues aux quatre coins du monde depuis 87. Tu vois, et peut-être cette année, sur notre terre, moi qui suis un rugbyman, comme toi qui l'es aussi et que toi qui le deviendras, à la sortie, on dit peut-être en 2023, les choses sont réunies. Maintenant, la compétition est raide, il y en a quelques-uns qui sont pénibles, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le rugby qui arrive chez les coquelets, c'est ton moi. C'est mon téléphone, c'est moi. Non, mais là, je finis ma phrase. Ouais, non, que le rugby qui arrive chez les coquelets, tu vois, le rugby qui arrive en 2023 à l'échéance, le grand forum mondial chez nos coqs, il porte encore actif la vieille richesse morale enfouie au corps des hommes. La vieille, tu vois, oh putain, c'est plutôt des jeunes. Ils sont plutôt frais. Ils n'ont pas le melon. Tu vois, ils sont assez tranquilles. Ils savent que le destin du monde ne se joue pas sur la performance qu'ils vont obtenir. Ils sont très fraternels entre eux. Et en plus, va t'en voir quand même que, comme ils sont travailleurs,
Et comme ils sont pas trop cons, ils ont enregistré des grosses charges de travail depuis 2 ou 3 ans, qui fait qu'on a la sensation quand même que cette armée de buffles, ou de chevaux sauvages, maintenant, ou de coqs effrénés, tu vois, qui va sortir contre les All Blacks la semaine prochaine, franchement, on a la sensation quand même qu'ils peuvent être redoutables. Que ça peut être la bonne. Merci en Ouais. tout cas Daniel Herrero, j'aurais évidemment voulu aborder plein d'autres thèmes avec toi, mais t'es extrêmement pressé, et puis voilà, chacun sa promo. En tout cas, Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, c'est un livre à se procurer aux éditions Plomb, qui est vraiment sensationnel, qui montre finalement que l'espérance, et qu'en fait finalement même ce fond moral qui a été brutalisé par le passage au rugby professionnel subsiste, et que le rugby geste reste une joie populaire. Et puis merci à vous aussi, soutien de Toxin, puisque voilà, en une semaine on a réalisé des chiffres déjà vraiment assez extraordinaires, et on vous incite évidemment à continuer à nous soutenir, puisque voilà, on a fait le pari de faire un média qui ne dépend que de vous. Alors on s'en remet à vous pour votre aide, et puis merci à toi Daniel. Merci à vous les collègues, bonne Voilà. chance à Toxin, on vous suivra de près. On sent que vous ne manquez ni d'appétit, ni d'enthousiasme. Les paris sont Bon faits. match.